Furantujin, Ohio. Aujourd'hui, on est à Osaka et regardez-moi ce ciel, regardez-moi ce château. Putain, j'adore cette ville. Osaka, c'est la perle du Kansai, c'est la petite sœur de Kyoto. Pour l'étymologie, ça veut dire la grande pente et ça s'écrit comme ça. Osaka, c'est une ville qui a tendance à souffrir de la comparaison avec Kyoto parce que politiquement, au cours de son histoire, elle a été moins importante, donc on y a construit moins de palais flamboyants et moins de temples gigantesques. Ensuite, c'est une ville qui a beaucoup souffert pendant la Seconde Guerre mondiale, mais commençons par le commencement. Osaka, c'est une ville qui est construite dans une baie, la bien nommée baie d'Osaka, dans laquelle se jette le fleuve Yodo, qui prend sa source au lac Biwa. Alors je sais que la géo, vous vous en foutez un peu, mais cette position ouverte à la fois sur la mer et sur la terre, ça va lui donner une position stratégique et ça va devenir une véritable capitale du commerce. Alors capitale du commerce, certes, mais aussi capitale politique pendant une centaine d'années au début de son histoire. En 593, on va y construire le Shitennoji, qui est dédié aux 4 rois célestes gardiens des horizons, excusez du peu. C'est un petit peu le papa de tous les temples bouddhistes qui ont été construits ensuite à travers le Japon parce que celui-là, c'est le tout premier à avoir été érigé. La capitale, elle va ensuite être déménagée à Nara, un petit peu plus à l'est, puis à Kyoto, un petit peu plus au nord. Donc à ce moment-là, architecturalement, en termes d'urbanisme, la ville, elle va un petit peu stagner. En revanche, en termes de commerce et d'artisanat, là, ça va être la fête au village. La baie d'Osaka, elle est particulièrement protégée des intempéries. Donc si tu veux venir commercer avec le Japon, c'est là que tu vas ancrer ton navire. Les Coréens et les Chinois se sont toujours ancrés à Osaka pour faire du commerce. Ils déchargeaient leurs marchandises dans la ville, qui ensuite, ça remontait avec le fleuve vers Kyoto, puis vers le lac Biwa, d'où ça irradiait un petit peu tout le nord du Japon. En 1583, Toyotomi Hideyoshi fait construire le fameux château d'Osaka que vous voyez juste derrière moi. Le château, il a souffert tout au long de son histoire, il a été détruit par des incendies, il a été détruit par des séismes, il a souffert de plusieurs guerres et notamment de la Seconde Guerre mondiale. Le château qu'on voit aujourd'hui, il est très récent, il date du XXe siècle, mais il a gardé l'aspect originel qui avait été voulu au départ. À partir de la période Edo, la ville va vraiment se tourner vers le commerce du riz et va gagner un surnom assez mignon, Tenka no Daidokoro, le garde-manger de la nation. Au début du XXe siècle, Osaka va devenir un très gros pôle industriel et ça va pas vraiment jouer en sa faveur parce que ça va en faire une cible de choix pour les bombardements américains. La ville va beaucoup souffrir pendant la Seconde Guerre mondiale et ça va se ressentir encore aujourd'hui sur son urbanisme un peu particulier. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de comparer Kyoto et Osaka qui ne sont à peine séparés que d'une quarantaine de kilomètres. Kyoto, c'est une ville qui est très organisée, très carré avec des petits quartiers, des petites rues, des petites maisons, des petits temples. Osaka, c'est tout l'inverse. Osaka, c'est un urbanisme un peu débridé, un peu foufou. C'est une reconstruction d'après-guerre qui a été complètement anarchique. C'est des grands immeubles d'habitation, des grandes avenues chargées de voitures. Si les villes du Japon devaient former une famille, je sais c'est bizarre, mais essayez de suivre. Si les villes du Japon devaient former une famille, Tokyo, ça serait la grande sœur. Posé avec un CDI, 3 gamins et un prêt pour la maison. Kyoto, ça serait le grand frère, le gardien des traditions. C'est à lui qu'on a légué les photos de famille, c'est à lui qu'on a légué tous les souvenirs, c'est chez lui qu'on fait le dîner de Noël tous les ans. Et Osaka, Osaka c'est un petit peu la petite dernière qui se pointe un jour à la maison avec les cheveux bleus en vous disant qu'elle veut devenir tatoueur. Et c'est pas un jugement, hein. Autant j'ai pas de tatouage, autant les cheveux bleus, j'aime bien. On considère souvent Osaka comme une ville un peu rebelle, mais en fait elle est surtout beaucoup moins complexée que ses voisines. Déjà c'est une ville qui est très jeune, il suffit de se balader dans la rue pour le voir. Ensuite c'est une ville qui a réussi à allier tous les aspects de la grande ville japonaise avec des néons dans la rue, des allées piétonnes surchargées, d'immenses avenues, et en même temps un côté hyper provincial, très proche des gens, très sympathique. Ça lui vaut aussi la réputation d'être une ville plus sale et plus dangereuse. Alors il faut remettre ça à l'échelle du Japon, hein. C'est-à-dire que vous pouvez croiser un papier qui flotte dans la rivière, vous pouvez croiser quelques SDF dans la rue, vous pouvez vous faire aborder à 4h du matin par des mecs relous un peu bourrés qui sortent de boîte, mais ça s'arrête là, hein. Parce qu'on est toujours obligé de faire la comparaison, Kyoto c'est un musée à ciel ouvert. Mais parfois ça lui donne une ambiance un peu artificielle, comme si tout n'était là que pour les touristes. Osaka c'est l'inverse, Osaka c'est la vie, c'est la fête, c'est les restos. Ah c'est resto. Ah c'est resto. Osaka, c'est 117 étoiles au guide Michelin. Parmi les meilleures spécialités du pays, les okonomiyaki, c'est d'ici. Les takoyaki, c'est d'ici. Le dashi, c'est d'ici. Osaka, c'est bourré de stands, de petits comptoirs, de boui-boui un peu infâmes où vous allez manger mieux que dans les meilleurs palaces du pays. Au Japon, il y a une expression qui est utilisée exclusivement pour Osaka et pour ses habitants, c'est kuidaore, manger jusqu'à la ruine. À Kyoto, on se ruine pour s'habiller. À Osaka, on se ruine pour manger. Et ça parle à mon cœur.
Au Japon, en principe, on mange pas dans la rue. On achète son onigiri dans un combini et on va le manger un petit peu honteusement, caché dans un coin. À Osaka, tout se mange dans la rue. C'est le pays de la brochette. À Osaka, manger, c'est une fierté. Et c'est d'ailleurs ici qu'on a vu naître certaines des expérimentations les plus folles. Le bar à sushi avec des petites assiettes sur un tapis roulant, ça vient d'ici. Les bars à chat, ça vient d'ici. Les hôtels capsules, ça vient d'ici. C'est vraiment le lieu de l'expérimentation. Alors on a toujours tendance à se référer à Tokyo quand on parle de l'avenir, quand on parle de l'innovation, quand on parle de la culture geek. Mais Osaka, c'est l'un des festivals de cosplay les plus importants du monde. C'est la patrie d'Osamu Tezuka, qui est le papa d'Astro Boy. Et ça, c'est pour la culture récente. Mais la culture traditionnelle, elle existe aussi à Osaka. Elle est juste beaucoup moins ostentatoire qu'à Kyoto. C'est ici qu'est né le bunraku, c'est ici qu'est né le kabuki. Osaka, pendant longtemps, ça a été un très gros pôle éducatif, notamment lié à la médecine. Osaka, c'est aussi l'un des 3 plus gros festivals du Japon, le Tenjin Matsuri. Et je peux vous dire que c'est assez impressionnant. Osaka, c'est une ville qui n'est pas très prisée des touristes occidentaux, plus des touristes asiatiques. Mais si vous voulez vraiment toucher du doigt l'authenticité japonaise, venez passer 2 jours ici, vous n'allez vraiment pas le regretter. En attendant, quelle heure il est? 9h? Parfait, c'est l'heure du petit-déj. Vous l'avez déjà pris? Oui, le premier, c'est vrai. Qu'en est-il du second petit déjeuner? Ah, Osaka, cette ville où vous pouvez prendre 7 repas par jour, faire tous les restaurants d'une rue et personne pour vous juger. Cette ville a été pensée pour les hobbits. Et la collation de 11h? Hein? Le déjeuner? Et puis le goûter? Le dîner? Le souper? Mon ventre m'appelle vraiment. Donc, je vais vous laisser. Je vous dis merci d'avoir regardé. À bientôt pour une prochaine vidéo. Kyotsukete, soshite, mata ne!